Eh bien le bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouveau live podcast d'Overtime de la chaîne MySport. Je suis David Pietronigro et j'aurai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de mes deux collègues, Jérôme Beuchat, tout d'abord à mes côtés. Salut Jérôme. Salut David, bonjour tout le monde. Alors cette semaine de pause, elle t'a fait du bien, Oh c'était oui. important, recharger les batteries avant la dernière ligne droite. J'ai récupéré comme les équipes. C'est vrai? Ouais, en pleine forme pour la lutte pour les playoffs. Ça veut dire que tu as coupé jusqu'à mercredi et puis que tu as repris l'entraînement Ex- physique depuis Ouais, jeudi, c'est ça? ouais, à fond depuis Ouais, ça jeudi. se voit, les pecs et tout, ça fonctionne chez Jérôme. Régis Cerf aussi avec nous. Salut Régis, ça va? Salut David, salut à tous. Ouais, pleine forme. C'est vrai? Pas pris quelques microbes, pas rien à déclarer à la douane au moment de la reprise? Je les ai remis un peu derrière entre-temps. Ouais, ça va. On devrait aller. On est en tout cas très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce 21e épisode de la saison 4. Bien évidemment, on rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct. C'est le but aussi que l'on y réponde. Déjà, quelques petits bonjours sur le chat. Je vous invite bien sûr à poser ces questions. Aujourd'hui, on aura deux grands axes de discussion. Le premier, on va revenir sur les performances de l'équipe de Suisse à ce tournoi en Suède au Beijing Games qu'elle vient de disputer durant cette semaine de pause. Et ensuite, on s'intéressera à la National League sous sa forme des luttes pour toutes les barres possibles et inimaginables qu'il y a dans notre championnat. C'est-à-dire pour le titre, pour le top 6, pour le top 10 et qui sera l'adversaire du HC Ajoie en finale de play-out. Et bien évidemment que ça va nous prendre une heure de discussion que l'on a grand plaisir de passer avec vous. L'épisode sera bien sûr redisponible en podcast, voire en rediffusion cet après-midi et diffusé sur MySports 1 ce soir. Voilà, on a posé le cadre. Eh bien, avec David, Jérôme et Régis, c'est parti pour commencer pour parler des Beijing Games. Alors, la Suisse sort de ce tournoi avec trois nouvelles défaites, des défaites contre la Finlande, la Suède et la Tchéquie, avec une équipe et un effectif qui avait été choisi pour l'occasion que l'on peut appeler plus light que d'habitude. Ça ne sera pas forcément que des joueurs que l'on verra, ou peut-être très peu que l'on verra plus tard au championnat du monde au mois de mai. Mais Régis, toi qui as regardé ces performances de l'équipe de Suisse, quel goût ça t'a laissé finalement? L'équipe de Suisse, on le rappelle, et certainement que tu vas nous le dire, est maintenant à 9 défaites consécutives dans ces tournois. Un petit peu partagé, mais dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup d'évolution puisque les résultats sont toujours les mêmes. 3 matchs, 3 défaites, c'est le troisième tournoi consécutif. Et ben évidemment, c'est de nouveau pas mal d'interrogations par rapport à ça. Maintenant, il s'agit quand même de nuancer. Quand on fait le tour de l'effectif, hier, il y avait encore Ebiaska et Hoffman qui étaient blessés. On se dit, il y a peut-être allez, on va dire une demi-douzaine de joueurs qui sont potentiellement éligibles pour le prochain championnat du monde. Ça n'en laisse pas beaucoup. Ça fait une bonne ligne au maximum peut-être qui ira au championnat du monde, l'équipe qui avait hier. Donc clairement, on peut que relativiser. Ce que je me suis dit aussi, c'est que quand il y avait une équipe un peu plus proche du meilleur niveau, les résultats n'étaient pas non plus vraiment au rendez-vous. Donc, on peut prendre un peu le problème par tous les bouts maintenant. On se rend compte quand même que la Suisse n'y arrive pas. Clairement, s'affiche match après match derrière ces équipes comme la Finlande, la Suède. Et puis, en regardant le match contre les Tchèques, parfois, il y avait des moments où je me disais en termes d'exécution, alors que parfois dans le championnat, on a des matchs où on se dit waouh, ça joue bien, les joueurs savent contrôler des pucks, savent réaliser des choses. Hier, je me disais, on voit vraiment qu'on a quand même des joueurs de deuxième plan qui sont dans cette équipe. Donc, peut-être pas tirer trop de conclusions. Il y a eu des essais, il y a eu des joueurs qui ont été pris là pour un placement certainement pour des années à venir. On peut penser à un Rochette ou à un Simic. Donc, il y a eu des choses qui n'étaient pas inintéressantes, loin s'en faut. Je ne veux surtout pas dire que ces gens-là sont passés à côté de leur tournoi, mais de là en faire des joueurs d'un top niveau capables de régater avec des Sørensen, des Delarose, quand on voit que la Suède, qui a vraiment atomiser la Suisse en termes de jouerie, on est quand même pas tout à fait dans le même contexte. Et je pense que je fais injure à personne en disant ça. Il y a des équipes qui étaient plus formatées, tout simplement, composées pour gagner ce tournoi. Puis il y a une équipe qui était là pour un peu apprendre, un peu rentrer dans le niveau international. Mais pour Patrick Fischer, ça commence à devenir un petit peu chaud parce que même s'il n'est pas vraiment jugé sur les résultats de ces matchs de préparation, ça commence à s'accumuler. On se dit, moi je me dis quand même un petit peu, il y a un moment où
les joueurs, ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent plus, quoi. Donc, c'est dans la tête qu'on doit se dire, mais attends, on est de toute façon plus à notre place. Est-ce que la Suisse est encore à sa place quand elle va faire le retour auquel elle est invitée maintenant? Est-ce qu'elle est encore vraiment à sa place? Je vous pose cette question. Moi, je n'en ai plus vraiment l'impression. L'équipe de Suisse, déjà, elle est invitée par les 3 autres équipes pour ce tournoi-là. Ça veut dire que la Finlande, la Suède et la République tchèque pensaient que la Suisse était à leur niveau, sinon ils n'auraient pas pris la Suisse. Comme tu l'as dit, Régis, avant l'émission, je crois qu'il y a un contrat jusqu'en 2026 ou 2027, donc la Suisse jouera ses Beger Games avec ces équipes-là. Après, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'avant ces tournois, Patrick Fischer, il dit on va là pour gagner des matchs, et puis finalement, il prend une équipe qui n'est pas faite pour gagner les matchs. Donc il devrait annoncer clairement quelle équipe il a composée, et puis pourquoi cette équipe elle est là. C'est bien de sa part de prendre des joueurs. Par exemple, on avait une équipe C là, on peut le dire. On n'avait ni l'équipe A ni l'équipe B, on avait presque une équipe C, sans faire injure aux joueurs. Mais comme tu l'as très bien dit, Régis, il y aura au mieux, je pense, une ligne au championnat du monde. Il y a des jeunes joueurs qu'on forme au format international aussi pour qu'ils voient ce que c'est l'équipe de Suisse, le vestiaire, d'être avec les autres. Et c'est des joueurs qui seront peut-être titulaires dans l'équipe de Suisse dans 3, 4, 5 ans même. Et ça, je pense que c'est très bien. Mais je trouve que Patrick Fischer, il devrait le dire. J'ai fait une compo avec des joueurs du futur. On va là pour découvrir le niveau international, pour découvrir le jeu contre la Suède, contre la Finlande. Et puis, ma foi, si on perd, on perd. Mais tu peux pas faire une équipe C et puis en même temps dire on va là pour gagner des matchs. Parce que si tu les perds, t'as un peu l'air bête. Mais moi, je pense que la Suède était bien armée parce qu'elle était à domicile aussi, et puis qu'à la maison, la Suisse avait fait la même chose quand c'était à Zurich. Ouais, mais elle perd. Oui, mais elle veut présenter le meilleur visage. Mais la Tchéquie n'avait rien peut-être d'insurmontable, même pour cette équipe de Suisse. Et moi, la question, je vous la retourne assez rapidement. Est-ce que c'est pas mieux de jouer contre ces tops équipes pour apprendre mieux que contre des équipes de niveau plus faible et quand même perdre et retirer quelque chose de positif, ou est-ce que c'est mieux de retourner dans les tournois d'avant et que la Suisse gagne des matchs et arrive au championnat du monde et puis au premier match, bam, se prenne un mur parce que c'est la Suède qui se dresse dans le moment de la phase la plus importante? Moi, ce qui me dérange un peu avec ces pauses, c'est qu'à chaque pause internationale, on va jouer contre les mêmes équipes. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un mélange ? Par exemple, faire 2 pauses internationales avec Finlande, République tchèque et Suède, où ma foi tu perds, mais tu as joué contre le top niveau mondial, et puis tu vois le gap que tu as, et puis faire peut-être une autre pause avec d'autres équipes plus accessibles, où là, tu gagnes tes matchs, et puis comme ça, tu fais un mélange entre apprendre du niveau international et garder la confiance. Parce que là, à force d'enchaîner les défaites, même si tu sais que tu vas avec une équipe B ou une équipe C et que tu perds, la confiance, elle en prend un coup parce que ça reste des compétiteurs. Et même si tu es dans une équipe comme par exemple Greg Hoffman, qui sera très certainement titulaire au championnat du monde, il sait que ses coéquipiers ne sont pas forcément ceux qui seront au championnat du monde, mais il rentre sur glace pour gagner. De toute façon. On a dit qu'on prenait des questions du chat. Alors, on va le faire. Régis, à quoi servent ces pauses internationales, nous dit Gaëtan. En Suisse, on a 25 joueurs de niveau international. Et même en sélection de nouveaux, chaque rassemblement, Fischer est incapable de les faire progresser. À quel moment Fischer sera-t-il remis en cause? On était un petit peu en train d'en parler avant. Et pourquoi ne pas utiliser, nous dit Benoît, ces matchs pour créer une alchimie entre les meilleurs joueurs suisses pour être prêts au moment du championnat du monde? Bon, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que les pauses, c'est pas la Suisse qui les décide, mais c'est au niveau international. Donc, elle n'a pas vraiment le choix, même si le championnat suisse continue, et ils ont tenté une saison de le faire en 2018, 17-18, je crois, la Suisse a tenté de continuer son championnat. Elle a dû libérer ses internationaux suédois, tchèques et finlandais pour disputer l'Euro Hockey Tour. Donc, la Suisse n'a pas le choix, point. Là, ça, c'est la première chose. À quoi ça sert? J'imagine que ça doit servir à mettre un peu en vitrine les équipes nationales, à vendre un peu le hockey. Quand le tournoi a eu lieu en Suisse, à Zurich, il a quand même pas trop mal marché. Il y a eu du monde, il y a eu un certain engouement pour les matchs de l'équipe de Suisse. Donc, c'est pas complètement nul. Donc, si les autres équipes viennent le disputer en Suisse, ce tournoi, pourquoi la Suisse irait pas à la Carriala, au Beyer Game, et puis ensuite chez les Tchèques disputer des tournois? Donc, il y a un certain système de réciprocité qu'il faut respecter. Maintenant, est-ce que ça sert vraiment pour avoir une équipe compétitive aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde? J'ai envie de répondre, j'y crois pas trop.
Moi, je crois qu'un rassemblement en cours de saison pour rappeler qu'il y a une équipe nationale suffirait largement. Et puis ensuite, on sait que les joueurs, ils arrivent à trouver assez vite l'alchimie. Puis de toute façon, les joueurs de NHL arrivant très tard, avant le mois de mai, on ne peut pas vraiment faire une équipe Puis on peut pas de championnat du monde. prévoir non plus qui sera là non plus quand on a un petit pays comme la Suisse, de pouvoir compter sur des Josi, sur des Niederreiter. La Suède saura assez rapidement qu'elle pourra récupérer bon nombre de joueurs. Donc certains en Europe y seront bien sûr, mais le visage changera aussi des autres équipes de ce tournoi. Et finalement, et c'est bien là le mot de la fin, la Suisse n'a quand même pas réussi à gagner un match et à mettre fin à cette série de défaites. 9, il y a certains coachs qui sont remis en question assez rapidement. Le sélectionneur, tu le dis, pour l'instant, vit sur un siège assez confortable et n'est pas encore vraiment remis en question parce que c'est le championnat du monde qui fait froid. Ouais, mais ça dépend justement ce que lui a demandé la fédération à Patrick Fischer. Est-ce qu'on lui a dit, ok, ces tournois, finalement, on s'en fiche du résultat. Toi, ton but, c'est de préparer des joueurs au niveau international et puis de les préparer pour les années futures. Puis du coup, ça, je pense qu'il le fait assez bien en convoquant des jeunes comme Théo Rochette et d'autres qui n'ont pas l'habitude, par exemple comme Simic, comme Kessler et compagnie. Ça, je pense qu'il le fait bien. Après, c'est comme tu le dis, ça sera au championnat du monde. Mais de toute façon, en Suisse, on n'a pas 60 joueurs qui peuvent aller au championnat du monde. Hein. Non, c'est sûr, mais je veux dire, donc son équipe, elle est déjà faite. Mais Régis, j'ai aussi l'impression que du côté roman, on sature gentiment avec Fischer. Il y a pas mal de messages dans le chat qui vont dans ce sens-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de coach? Est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que finalement, ce n'est pas le coach qui n'arrive pas à transcender ses joueurs aussi? Voilà ce qui revient un petit peu des abonnés qui sont avec nous aujourd'hui. Moi, j'ai envie quand même, par rapport au match d'hier, où on voit une équipe de Suisse qui fait un bon premier tiers, et après, gentiment, ça s'effrite aussi. J'ai l'impression que les joueurs, ils n'arrivent pas à tenir leur niveau, leur système pendant les 60 minutes. Je me demande à quel niveau ils n'en ont pas un peu plein les bottes, ou plein les patins, si on veut le dire comme ça. Donc là, ça m'interroge plus que d'autres choses. Après, je pense que Fischer, il a quand même plus la mine des très bons jours, quoi. Il commence un peu aussi à en avoir ras de ses défaites à répétition. Et puis, on sent presque aussi un peu chez lui une forme d'agacement, de nervosité qui doit monter. Oublions pas que s'il est jugé en bonne partie quasiment que sur le championnat du monde, son travail, il commence pas il est sur 12 mois. Voilà, il est sur 12 mois. Et puis ces tournois-là, je pense bien que lui, il a réfléchi depuis plusieurs semaines. Il a, entre guillemets, que ça à faire depuis le mois de décembre, savoir comment il va aborder cette Bayer Cup et des choses comme ça. Mais de toute façon, on a l'impression que dans un système où on fait plus marcher, Fischer, on le connaît bien, on a travaillé avec, on sait qu'il a des bons côtés. Je ne nie pas qu'il a des bons côtés. Je suis le premier à avoir de la considération pour ce qui peut être parfois, mais il y a un moment donné où... je crois que... Si parler, on t'a perdu quelques secondes, la Suisse est quand même souvent larguée. Oui, c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, finalement, qu'on ait regardé les matchs ou non, aujourd'hui, en ce lundi matin 12 février, tout le monde est quand même au courant que la Suisse n'a pas gagné de match 9 à la suite et que il faudra endiguer ça. Et le prochain rendez-vous, c'est au mois de mai prochain. Hein, donc, il y aura en avril. Hein, il y aura encore le 4e volet en République tchèque. Et après, direction le championnat du monde. Allez, nous, on revient sur la National League parce que c'est quand même là qu'on est le plus à l'aise et le plus motivé à vous parler de tout ça. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler des luttes autour des bars. Alors, il n'y a pas de bar tout en haut de la hiérarchie, Jérôme. Mais il y a une lutte intéressante qui va concerner Zurich et Fribourg pour savoir qui va gagner la saison régulière. Exactement, il y a 4 points d'écart entre Zurich et Fribourg. Ça fait presque 5 parce que si les deux équipes arrivent à égalité, c'est Zurich qui sera devant grâce à la confrontation directe. On sait que la première place, elle est importante en play-off parce que ça donne le droit d'avoir l'avantage de jouer à domicile et en quart, et en demi, et en finale. Donc c'est pas rien. Ça donne de la confiance aussi. Parce qu'en terminant premier, forcément, ça veut dire que tu as été meilleur que les 13 autres équipes. Donc pour la confiance et tout, je pense que c'est aussi bien.
Tu joues aussi contre le moins fort de la saison régulière. Donc là, ça sera contre le vainqueur du deuxième match des play-in. Parce qu'on le rappelle comment fonctionnent les play-in. C'est le 7e contre le 8e qui s'affrontent. Le vainqueur sera classé numéro 7 et affrontera le deuxième. Et le perdant affrontera le vainqueur. Une deuxième chance. Voilà, une deuxième chance et affrontera le vainqueur de 9e contre 10e. Donc le premier, finalement, il jouera cette équipe-là qui normalement est moins forte. Alors on a déjà vu des 8e battre le premier au premier tour des playoffs. C'est quand même assez rare. Donc ça donne quand même un avantage. Et puis je pense que Fribourg, ils ont cet objectif-là. Alors ma question elle est un peu polémique, Jérôme. Aujourd'hui, il y a 4 points de retard. Il y en a 5 si tu dis avec les confrontations directes. Avec ce qui reste à jouer là pour Fribourg, 7 matchs, est-ce que les Fribourgeois peuvent doubler Zurich? On a vu que Fribourg s'est enchaîné cette saison les gros matchs. Les victoires, ils arrivent même à gagner des matchs quand forcément ils font pas une bonne soirée. On sait que Zurich, à l'inverse, parfois, ils jouent un peu en dilettante et puis ils savent perdre des points par-ci, par-là parce qu'ils sont pas forcément concernés. Donc ça peut donner une lutte intéressante. Régis, toi, sur cette lutte entre Zurich et Fribourg, ton sentiment? Mon sentiment, c'est que je me demande si Fribourg n'aurait pas intérêt à finir plutôt deuxième, de laisser tranquillement le rôle de favori à celui qui l'est pour nous tous. Je pense que je trahis un secret de Polichinelle en disant ça. Les ZSC Lions sont les grandissimes favoris. Donc, pourquoi ne pas les laisser dans cette peau-là en chasseur? Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise position. Deuxième, à part pour un 7e match de finale, on n'en est pas encore là. Je ne vois pas de grosses Bien aurait peut-être un autre discours, Régis, par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques mois en arrière. On peut retourner ça comme on veut, mais moi, je suis en tout cas pas persuadé que les Fribourgeois doivent tout sacrifier, jouer toute leur fin de match un peu serrée à 3 blocs pour absolument arracher les 3 points pour revenir sur Zurich. Mais moi, je le vois d'un assez bon œil. Par contre, quand même, si Fribourg perd le match de jeudi à Zug revient à 5, vous me direz, 5 points. Mais Zug a un match en moins. Donc, potentiellement, à 2 et confrontation directe, après, n'est plus favorable à Fribourg. Donc, ça pourrait encore être un peu chaud. Et là, je suis un peu plus circonspect quant à une 3e place. Je pense qu'on a quand même intérêt à finir dans les 2 premiers. Ça, j'en suis même persuadé que Fribourg a tout intérêt à maintenir cette position. Mais quand même, quand je vois leur championnat, comment ils ont... La régularité. Voilà, exactement. Je les imagine pas s'effondrer. Et même s'il y a cette défaite qui devait intervenir à Zug, ce qui est loin d'être le cas, jeudi, on n'en est de loin pas là. Mais je pense que Fribourg reste très, très bien placé pour finir dans les 2. Mais moi, je le vois d'un bon œil d'être 2e et pas forcément premier, où on va faire les gros titres, où on va leur mettre encore plus de pression, eux qui ont déjà tellement de peine en play-off. C'est ça. Donc finalement... Je te rejoins assez, Régis, dans l'idée finalement de ne pas en faire une obsession. Bien sûr que dans les 2 dernières journées, il y a encore la possibilité, tu peux toujours un petit peu jouer au calcul et puis voir comment ça évolue aussi plus bas. On va en parler dans quelques minutes. Hein. Pas choisir, je dirais pas jusque-là, mais pour Fribourg-Gotteron, de peut-être jouer plus caché, moins sous les feux des projecteurs et de continuer à faire ce qu'ils se font très bien, de se concentrer sur leur jeu et d'enthousiasmer un petit peu les supporters et de les embarquer dans toute cette histoire positive pour aller le plus loin possible dans les playoffs. Bien sûr que les Fribourgeois marcheraient bien sûr dans cette gonfle-là. Hein. On a eu quand même une petite alerte dans ces Beige Games avec Valmark qui n'a pas terminé le 2e match, qui était de retour pour le 3e. Quand on envoie Valmark, Delarose et puis Sorensen, on l'a dit déjà la semaine dernière dans Overtime, on fait quelques prières de plus pour qu'ils reviennent en bonne santé à 1 mois, 3 semaines des playoffs, hein, les messieurs. Ouais, je pense que Christian Dubé est assez content que c'était la dernière pause internationale avant les playoffs. Hein. Je pense aussi. Mais reste que Fribourg-Zurich, Zug, c'est quand même le trio des équipes les plus constantes. C'est pas pour rien qu'elles sont aussi là-haut, placées à ce moment de la saison, puis qu'elles vont se disputer l'ordre final finalement de cette saison régulière. Jérôme, il y a de la logique là derrière. En tout cas, depuis le début de la saison, ce sont les 3 équipes qui m'ont fait la meilleure impression. Il faut être honnête. Ces 3 équipes qui ont 4 blocs qui peuvent marquer.
qui ont... Alors, je voulais dire du banc, non, il n'y en a pas à Fribourg du banc, mais ils ont de la chance de ne pas avoir trop d'absents. Donc, pour l'instant, ça marche plutôt bien. C'est des équipes qui ont des beaux gardiens, qui ont 4 lignes qui peuvent marquer, qui ont des étrangers qui fonctionnent du tonnerre, à l'image de Sørensen, qui est juste incroyable depuis le mois de septembre. Donc, moi, ça ne m'étonne pas de voir ces 3 équipes-là aux 3 premières places. Alors, dans l'ordre, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais en tout cas, pour moi, c'est très très logique que ce soit Zurich, Fribourg et Zug aux 3 premières places. Écoutez, on en saura plus d'ici 3 semaines. Fin de la saison régulière le 4 mars prochain, un lundi, la dernière journée. Et bien sûr que d'ici là, vous pourrez voir toutes les rencontres sur MySports pour suivre l'évolution de tout ça ou nous écouter chaque lundi dans le podcast. Nous, on descend d'un étage et on parle la barre du top 6 parce que, à mon avis, il y en a un petit peu plus à dire. Il y a des candidats. Donc autour de cette barre du top 6, on n'a pas vraiment changé ceux qui sont encore en lice. Il y a Berne, il y a Lugano, Davos, Genève, Bienne qui sont là, séparés de 9 points. Toutes les équipes n'ont pas le même nombre de points. Berne et Lugano ont peut-être fait des bonnes opérations avant la pause, mais rien n'est fait. À 73 points pour Berne, 71 pour Lugano. Et ensuite, un écart de 6 points, mais Davos a 3 matchs en moins. Tu n'oublieras pas Lausanne, hein, quand même. Il n'a que 73 points. Hein. Alors, je vais rajouter Lausanne, parce que c'est vrai qu'avec avec les 3 défaites consécutives et tout, ils sont revenus dans cette lutte-là, totalement. Régis, tu fais bien. Donc, ça pimente encore plus les choses. Cette barre pour le top 6, pour une qualification directe pour les playoffs, Régis, va être très sympa à suivre. Alors, bon... C'est vrai que Lausanne n'a pas super bien fini avec des résultats moins probants ces derniers matchs, mais quand même, depuis le début de la saison, je pense que les Lausannois méritent clairement la place à laquelle ils se trouvent et je ne vois pas de raison d'un écroulement sur cette fin de championnat régulier, mais il n'empêche qu'il y a 73 points. Et Berne, alors, Lausanne a 44 matchs, Berne 45 et Lugano qui est à 71 à 46 matchs. Et ça en guillemets, fausse un tout petit peu et puis ça nous oblige à nuancer un peu par rapport à ces points et à ce classement. Mais je pense quand même que pour Lausanne, ce serait vraiment un écroulement qu'on sent clairement pas venir, nous, parce qu'on n'a pas senti que le jeu s'était complètement avait volé en éclats ces derniers temps. Donc, j'imagine bien que les Lausannois vont assez rapidement reprendre le dessus. Même là, lors des dernières défaites, Régis, et il y avait du très bon à retirer aussi dans les défaites à Rapperswil et tout. Des points, ouais, ils ont perdu de prolongation le dernier contre Bienne. Ouais. Exactement. Voilà. Alors, je vois cette semaine, il y a la réception de Bienne, sorte de revanche à 10 jours d'intervalle, puis déplacement à Cloton, à Davos. Des matchs qui sont quand même, j'ai envie de dire, jouables, accessibles pour eux à domicile contre une équipe classée derrière. On dira que Lausanne est en tout cas légèrement favori. Se déplacer à Cloton, ils ont déjà gagné cette année. Je pense qu'ils vont partir encore favoris samedi. Puis dimanche à Davos, ils ne seront pas, en tout cas vraiment a priori, pas derrière en termes de cote, quoi. Donc je pense que cette semaine devrait permettre de les voir se replacer un petit peu mieux. Moi, je le sens assez bien comme ça. J'ai peine à imaginer une semaine à 3 défaites. Donc, on va dire que si les Lausannois gagnent un match sur 2, il n'y a aucun souci pour terminer dans les 6. Disons que sur ces 3 matchs, Régis, il y a quand même 2 adversaires directs que tu peux peut-être définitivement laisser derrière toi aussi si tu manœuvres bien ces rencontres. Ouais, alors je n'ai quand même pas dit qu'ils vont faire 9 points et puis laisser tout l'autre de côté. C'est clair, si Lausanne fait 9 points cette semaine, c'est plus un thème de discussion lundi dans notre prochain podcast de savoir s'ils seront en play-off ou pas. Mais je pense que ça va être des parties probablement proches de matchs de play-off là, contre Davos et contre Bienne. Je pense que demain, ça va être du lourd qui va être envoyé par les 2 équipes. Mais quand même, sur ce qu'on voit depuis le début du championnat, j'ai envie de dire, ce que produisent la plupart des éléments lausannois depuis le mois de septembre, il n'y a pas grande inquiétude et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de supporters des Lions qui tremblent à la vue des derniers matchs pour une place dans le top 6.
La preuve, David, tu les avais même oubliés. Donc, toi-même, tu en avais déjà fait une équipe qualifiée. C'est vrai, mais pourtant, et j'en ai commenté, je crois, 2 des 3 derniers matchs du Lausanne Hockey Club, la tendance était forcément un peu plus à l'arrêt avec ces 3 défaites et le simple fait d'avoir marqué que 1 point lors des 9 derniers possibles. Il y a Vladi aussi qui nous dit dans le chat, le voyage Cloton-Davos, c'est pas non plus de tourpeau, mais on imagine qu'en jouant samedi à Cloton et en allant dimanche à Davos, on va dormir sur place. Dans la région. Et il y a de quoi raccourcir le trajet sans l'envisager sur le retour. Mais c'est vrai, Lausanne, ce petit coup d'arrêt, peut-être que la pause, on en parlait la semaine dernière, fait du bien aux hommes de Jeff Ward aussi pour repartir d'un bon patin. Oui, il y a la blessure de Salomaki qui a obligé Geoff Ward à changer ses lignes d'attaque. D'ailleurs, la dernière semaine de championnat, ils n'ont marqué que 2 buts, Lausanne, un à Rapperswil, un contre Bienne. Et Jason Fuchs, à l'interview, il me disait après le match contre Bienne, c'est vrai qu'on a des occasions, mais on ne marque plus. Alors, est-ce que c'est vraiment dû à l'absence de Salomaki? Est-ce que c'est dû au changement de ligne? Est-ce que c'est le gardien adverse qui a vraiment fait chaque fois un super match? À voir. Sateri l'a fait le match. Sateri l'a fait. Mais ce qui est intéressant dans cette lutte pour le top 6, c'est qu'il y a beaucoup de confrontations directes. Tu l'as dit, Régis, il y a Lausanne-Bienne et Davos-Lausanne dimanche. Si on prend le calendrier de Bienne, les 3 derniers matchs de Bienne de la saison, c'est Davos, Lugano et Genève. Donc ça va encore pimenter beaucoup plus cette fin de championnat. Après, pour Lausanne, moi je suis un peu de ton avis, Régis, parce que pour que Lausanne termine en dehors du top 6, il faudrait que 3 équipes leur passent devant. Donc ça me paraît quand même beaucoup. Alors qu'ils finissent pas 4e, ça c'est tout à fait possible, mais que 3 équipes passent devant Lausanne, ça me paraît quand même beaucoup. Il faudrait vraiment que Lausanne s'effondre et puis que ceux de derrière fassent vraiment all-in dans les confrontations. Un all-in jusqu'à la fin, quoi. Si je fais un petit peu les probabilistes en quelque sorte, il reste 9 matchs. Je veux dire, si les Lausannois en gagnent 3 avec 82 points, je pense qu'ils seront bons. Donc, oui. À vue de nez, là, je dirais, s'ils en gagnent 3, ça va le faire. Mais ça dépend aussi contre qui gagne les 3. Ça dépend contre qui gagne les 3. Parce que si tu bats Bienne, Davos et encore Cloton, ou non, un adversaire direct. Des adversaires directs. Disons que Lausanne, s'ils devaient, entre guillemets, choisir leurs 3 victoires, il ferait mieux de battre Bienne et Davos que de battre, par exemple, Cloton et Rapperswil et Ambry, par exemple. Je suis d'accord. C'est 3 points qui rapporteraient plus. Je vous ai compris, messieurs. On enlève Lausanne de l'équation. Vous les voyez plutôt rester au-dessus de la barre. Alors, on met Genève et Bienne, c'est ça. Après, on descend. Qui continue d'être dans le top 6? Parce que là, on a validé la place numéro 4, on va dire. Il y a Berne, il y a Lugano, il y a Davos avec beaucoup de matchs de retard, il y a Genève qui aura la Champions Hockey League et ensuite de se remettre le focus sur le championnat. Et il y a Bienne qui revient. Et Bienne, c'est pas trop où regarder non plus. Alors moi, Genève, c'est mon gros point d'interrogation parce qu'il y a la finale de la Ligue des Champions mardi prochain. Cette semaine, ils jouent contre Ajoie et contre Davos. Comment vont-ils aborder ces 2 matchs, Genève? J'ose imaginer que les joueurs n'ont pas tellement envie de se blesser lors des 2 matchs de cette semaine parce qu'ils crevent d'envie, évidemment, de jouer la Ligue des Champions. Donc, quelle image va donner Genève cette semaine? Et ensuite, on sait que c'est l'objectif de la saison de Genève de gagner cette Ligue des Champions. S'ils gagnent la Ligue des Champions, je me fais aucun doute sur le fait qu'ils vont terminer en force la saison régulière et que ça va être très bien. Par contre, s'ils perdent la Ligue des Champions en plus à la maison, je me demande si ça va pas leur mettre un coup derrière la tête et puis ça va être dur pour eux d'aller chercher la 6e place. Tu vois, on peut voir la chose d'un autre point de vue. Moi, je pense l'inverse de toi, finalement, en disant que si Genève gagne la finale de la Ligue des Champions, qui sera à suivre mardi prochain sur MySport, eh bien, ils auront le sentiment d'avoir le titre qu'ils cherchaient absolument cette saison. Et je ne veux pas dire que le reste est anecdotique. Au contraire, bien sûr, ça reste des grands gagnants. Ils ont assez d'expérience dans l'équipe. Mais ce sentiment, au fond de toi-même, que tu as déjà gagné un titre, c'est possible. Et que tu es champion de Suisse en titre et que tu vas essayer de le défendre le plus longtemps possible, mais que tu as ton titre. Et que s'ils ne gagnent pas, ça pourrait se dire, bon, on a raté le coche dans l'objectif de la saison et maintenant, on va chercher le titre en championnat. C'est un peu mon analyse un peu différente. Hein. Régis, tu tranches? Non, j'étais sûr que tu allais me poser cette question-là. Non, mais je peux pas trancher comme ça. C'est tellement une énigme, cette équipe de Genève, depuis le début du championnat. On a tellement affaire à des joueurs dont on sait qu'ils sont capables, mais qui, au final, n'y arrivent pas.
je peux pas dire lequel de vous deux va avoir les choses. Bah, j'ai envie de dire réponse au mois de mars, voire au mois d'avril, si ça continue jusqu'à fin avril pour eux. Moi, je suis comme tout le monde. J'ai de la peine à cerner comment ils arrivent à être aussi, pas mauvais, mais médiocres ou moyens par rapport à ce qu'ils ont montré et puis ce qu'ils ont été capables de faire la saison passée. Moi, ce que j'imagine, c'est quand même, après 10 jours de pause, demain, déplacement à Port-Entruy contre une équipe qui reste sur 7 défaites, c'est que Genève va venir très très fort. Est-ce que ça suffira pour gagner 3 points? Je le pense, sur ce que j'ai vu des deux équipes ces derniers temps. Mais le vrai Genève, je pense effectivement qu'il faudra attendre la semaine d'après la finale pour savoir de quel bois ils se chauffent vraiment. Là, ils ont que 2 matchs cette semaine. C'est pas mal parce que je pense que c'est un bon rythme pour préparer cette Ligue des Champions sans être trop crevé, contrairement à beaucoup d'équipes qui en jouent 3. Donc, moi, ça me plaît de voir que Genève a ces matchs-là. Mais là, on va dire que si Genève fait les 3 points demain, au moins, il y aura un peu moins de pression pour la réception. Non, pour la réception, oui, de Davos vendredi. Alors, c'est une confrontation directe. Il est important, mais on va dire que c'est pas encore si tu perds, t'es vraiment. C'est pas décisif encore. Voilà. Mais il y a Gaëtan dans le chat qui dit, c'est un supporter fribourgeois du même avis de David. Prends pas t'as pris le commentaire au hasard, évidemment. Totalement au hasard. Ouais, bah voilà. J'espère bien qu'il donne tout pour la CHL à un match du titre. Et on voit aussi que malgré le fait qu'on supporte une autre équipe, on a envie que ce club suisse gagne aussi le titre au niveau européen. Oui, mais la meilleure préparation, avec quand même leur dernier match avant la CHL, c'est pas dimanche soir, c'est vendredi contre Davos. Donc la meilleure préparation, je pense, ce serait quand même d'engranger 2 victoires, d'arriver avec un peu de confiance. On sait que de toute façon, c'est des matchs différents. C'est des systèmes de jeu à la suédoise où on n'aura pas un match qui va d'un but à l'autre. Ça, j'y crois pas un seul instant. Donc, tous les joueurs seront prêts, même si ça se passe mal cette semaine. Je suis convaincu que ça n'empêche pas de faire un grand match et de gagner cette finale mardi prochain. Et puis, il y a un élément quand même. L'information, c'est que Winnick, ce matin, était à l'entraînement et sans maillot distinctif. Il en a fait sa priorité de revenir à temps après sa grave blessure pour cet événement. Et Winnick sera à disposition peut-être même déjà demain, allez savoir. Pour se tester. Oui, et puis jouer avec 6 étrangers, je pense que c'est quand même un objectif. Oui. Donc, ça donne une carte, même s'il ne fait pas une grande saison jusqu'à présent, ça donne une carte supplémentaire à Yann Cadieux pour son attaque. Merci à nos envoyés spéciaux sur place au Vernet ce matin pour cette information. On parle vite de Davos, on parle de Bienne aussi, Jérôme. Et Davos, je regarde, ils doivent encore jouer 2 fois à Joie. Ils ont aussi Ambry aussi, et ils ont une ribambelle de matchs aussi à confrontation directe. Et Davos, on ne sait pas trop les situer parce qu'ils ont 3 matchs en moins et c'est une équipe aussi en montagne russe, capable de perdre 3, d'en gagner 4, d'en regagner 2. D'ailleurs, ils ont terminé sur 2 victoires avant la pause. Ouais, Davos, moi, c'est le gros point d'interrogation. Franchement, je trouve qu'ils font des parties vraiment très très bonnes et puis des fois, ils passent un peu à côté. Donc, alors, moi, je vais vous donner mon sentiment. C'est vrai, ils ont 2 fois à Joie, donc ça pourrait être quand même un argument supplémentaire pour penser qu'ils sont forts. C'est eux qui ont le moins de matchs parmi les équipes classées entre 5 et 9, et même 10. Donc, petit avantage à ce niveau-là. En plus, ils vont jouer 5 fois à la maison sur 9. Mais depuis le début de la saison, ils ont eu tellement de peine à être réguliers. C'est ça, exactement. Vraiment, je les imagine pas faire... Allez, on va dire 7 victoires. Si tu fais 7 victoires sur 9, c'est sûr Davos fait les playoffs. Mais j'ai de la peine de les imaginer tenir ce rythme-là. Je repars de nouveau dans mes probabilités, vous me direz. On aime ça, on aime quand tu te mouilles. Vas-y, donc à t'écouter, c'est une équipe qui sera en play-in. Moi, je les vois très bien entre 7 et 8. Parce que n'oubliez pas, quand même, et ces play-in, on ne les a encore pas vécus en Suisse, mais ce sera quand même beaucoup plus intéressant d'être 7e ou 8e que d'être 9e. Ah bah oui, et là, il y a une vraie différence. Tu as 2 chances de te qualifier pour les playoffs en étant 7 et 8. Donc... Et je pense qu'il ne faudra pas négliger, même si y a un petit, on sait quelle équipe participera au play-in à la fin, la place entre 8 et 9
eh ben, elle sera importante. Ok. Ouais, et On, puis on arrive au 9e alors. Parce que pour l'instant, Bah, c'est le Bienne, HC ouais. Bienne. Et le HC Bienne est à la hausse, joue bien, est aussi avec 2 succès dans le temps supplémentaire avant la pause. Et Bienne, on a un petit doute. Est-ce qu'on doit regarder vers le haut ou est-ce qu'on doit regarder vers le bas et derrière dans son rétroviseur, Jérôme? Alors, normalement, tu regardes devant toi. C'est comme ça, t'as meilleur temps On d'aller. commence par ça et après on place la barre suivante. Bien, je sais qu'ils ont envie d'aller dans le top 8 pour avoir ces 2 chances d'arriver pour les playoffs. C'est raisonnable comme objectif. Le top 6, ils en font pas tout Pas un ta plat, caisse. mais évidemment, s'ils peuvent y arriver, ils vont le faire. Ils doivent jouer Cloton, Ajoie et Rapperswil. Donc ça devrait être normalement des matchs abordables. Ça veut pas dire que ça fait 9 points, mais normalement tu peux prétendre sur au moins 2 victoires sur ces 3 matchs-là. Et puis les 3 matchs de fin de saison, comme je l'ai dit avant, c'est Davos, Lugano et Genève qui seront 3 confrontations directes. Donc Juge de paix. le calendrier de Bienne, on va dire, est quand même assez intéressant. C'est pas le pire calendrier et qui soit. Donc il y a quand même vraiment une lueur d'espoir du côté du HC Bienne, surtout quand on voit d'où ils reviennent. Parce qu'à un moment donné, ils étaient même avant-dernier du championnat. Hein. Donc Bienne est quand même en train de remonter. Je pense qu'au niveau des points, avant la pause, si on prend les 10 derniers matchs, je pense que c'est une équipe qui est dans le top 5, voire même top 3 de National League. En tout cas, elle a vraiment enchaîné les bonnes performances. 3e. Ouais, donc tu vois, top 3 sur les 10 derniers matchs, le HC Bienne. Donc on est en train de revoir un HC Bienne qui retrouve son niveau. Mais bon, c'est pas étonnant parce que quand tu retrouves tes blessés, forcément tu retrouves ton niveau. Même si sur les derniers matchs, il y a Brunner qui s'est blessé. À voir quand il va. Il y a de nouveau revenir. des blessures. Il y a de nouveau des Jérôme. blessures, Je pense justement. que ça, Bouron, il en a encore pour. Ouais, il s'est cassé le pratiquement doigt, un mois. Brunner, moi, je le pense genou, que ouais. ça risque de nouveau de rentrer en ligne de compte. C'est pour ça que je vois pas bien arriver dans le top 6. Top 8, oui. Je pense que top 8, ils peuvent le faire. Partage. Mais top 6, ça va être quand même compliqué parce que tu dois dépasser Genève, tu dois dépasser Davos et tu dois dépasser Lugano. C'est comme avant, je disais, je vois pas Lausanne se faire dépasser par 3 équipes, je vois pas Bienne en dépasser 3. Alors, j'ai l'impression aussi qu'on met énormément d'énergie pour aller chercher ces places maintenant 7 et 8 du côté de Bienne. Est-ce qu'on se brûle pas non plus pour aller faire ce forcing-là et peut-être devoir caler, je pose la question, devoir caler dans le pire moment de la saison. Ouais, moi, je trouve que c'est Tout le important monde doit chercher, jouer comme ça. Parce qu'on joue un peu à l'envers à Bienne. On a commencé, les blessés, on n'a pas pu avoir le système, beaucoup parlé du coach, on s'est pas concentré sur le jeu, et puis finalement maintenant ça commence à cliquer, et puis on voit que on a de nouveau des blessés, on va devoir tirer sur les éléments forts. Bon, c'est ce que tu as dit avant, David. Bienne a besoin de points. Parce que Bienne est 9e et a seulement 4 points d'avance sur Langnau qui est 11e. Bon, avec 2 matchs de moins. Mais j'aime pas trop l'expression 2 matchs de moins parce que tes matchs en retard, t'es pas sûr de les gagner. Donc, Bienne a quand même besoin de points parce qu'il suffit que tu perds à Lausanne demain, ce qui est probable. Hein. Tout d'un coup, tu perds aussi un de ces matchs contre Ajoie ou contre Rapperswil parce que t'es pas dans un bon soir, parce que l'équipe adverse fait un super match. On sait qu'un Ajoie-Bienne, par exemple, il y a beaucoup d'émotions. Ajoie a tenu Bienne 3 fois cette saison, dont une victoire. C'est samedi. C'est samedi à Port-Entruy. C'est pas impossible que tout à coup Bienne lâche des points à Port-Ent, que Bienne lâche des points contre Rapperswil. Les 3 matchs en fin de saison, contre Davos, contre Lugano et Genève, c'est confrontation directe. Bienne peut très bien les perdre les 3. Hein. C'est pas impossible. Alors, là t'es un peu dans le scénario catastrophe quand même. Oui, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je réponds à David en disant, est-ce que Bienne doit vraiment jouer ses matchs à fond? La réponse pour moi, elle est oui. Tu peux pas ne pas les jouer à fond parce que si tu passes à côté, tu te fais remonter. Donc je pense que Bienne, là, ils doivent vraiment jouer les 8 matchs que les victoires ont fait du bien dans la tête des Célandais et que ça a ramené une certaine sérénité et tout ça. C'est 8 matchs à fond là pour Bienne. Là, tu mets le doigt sur quelque chose que je trouve d'important, c'est que, bon, playoff, d'accord, ça commence, les vrais playoffs, pas les play-ins, ça commence à mi-mars. C'est jusqu'au mois d'avril. Mais on peut dire que pour les équipes qui sont dans ce paquet, là, entre la 4 et la 11, mais c'est quasiment maintenant déjà jouer les playoffs. Et il y en a là-dedans qui ne vont pas avoir de pause. Alors, il y en a qui auront une grande pause, quasiment 12 jours pour certaines équipes. Il y a des équipes qui auront une petite semaine parce que, en tout cas, celle qui sera qualifiée au premier tour de play-in, elle va avoir le congé.
Et puis, il y en a qui vont se battre avec un rythme de tous les 2 jours quasiment. Si elles veulent aller au bout, elles doivent enchaîner. Et en sachant que dès maintenant, il faut un peu passer en mode playoff. Je pense que les équipes, elles sont dans cette idée-là. Je veux dire, au HCBN, on ne peut pas se dire maintenant, peut-être qu'il faudra un peu garder des forces. Ah non, c'est impossible. Pour les 3 derniers matchs. Donc, j'ai bien dit que je crée la polémique en posant cette question. Hein, donc, voilà. Mais vu qu'on en a un petit peu parlé, on descend encore d'un étage et on parle de cette lutte pour savoir qui seront les équipes en vacances et qui seront les derniers qualifiés pour les play-in. Et vu qu'on disait que Bienne doit regarder de l'avant dans la dynamique du moment, mais on n'oublie pas que justement, il n'y a que ces 4 points d'avance sur Langnau qui est 11e, 2 points d'avance sur Ambry qui est 10e. Il y a 3 équipes là encore qui peuvent, même si on rajoute Genève et Davos, hein, finalement, qui n'ont pas beaucoup plus d'avance, ça peut être redistribué hein, aussi. On regarde simplement les dernières lignes entre les places 9 et 11, mais il y a toujours cette petite peur au cas où tu recommences mal depuis cette semaine jusqu'à début mars, que tu peux te retrouver en vacances plus rapidement que prévu finalement. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Beaucoup disent la lutte pour la 10e place, c'est Ambry et Langnau. Mais comme tu l'as très bien dit, Bienne est juste en dessus d'Ambry, avec Genève et avec Davos. Ces 3 équipes-là, il ne faut pas qu'elles se plantent, parce qu'on sait que Langnau est une équipe qui, sur certains soirs, peut même aller accrocher Zug et Zurich. Hein, ils l'ont fait cette année, donc attention quand même à Langnau. Et puis Ambry a prouvé en début de championnat qu'elle pouvait aussi battre de grandes équipes. Donc est-ce que les Léventins vont pas terminer la saison comme ils l'ont commencé ? Ça, c'est aussi possible. Donc, ça va être vraiment très intéressant de voir qui va accrocher cette 10e place. Même si, honnêtement, je pense que Langnau va rester 11e. Mais à voir. Il y a le probabiliste qui veut... Ouais, il y a Régis qui va nous donner les codes. Les codes sont à combien, Régis? Là, c'est pas le probabiliste. C'est le cocodieu de MySports. C'est l'homme d'expérience qui va parler, là. L'homme d'expérience. Le plus expérimenté d'entre vous 3 qui va vous dire ce qu'il pense de ça. Moi, je pense que c'est joué. Je vous le dis honnêtement. Je pense que c'est Langnau qui va finir 11e. Et ce qui me fait vraiment être assez convaincu de ce que je dis, c'est que j'ai encore parlé avec un suiveur attentif de Langnau qui m'a dit très clairement que Langnau avait ce que j'appelle le syndrome des petites équipes. C'est-à-dire que quand ils ont un match où là, on se dit, peuvent faire basculer leur saison, partir de mon côté, je vous donne l'exemple du dernier Ambry-Langnau qu'il y a eu, Langnau passe à côté. Et je peux dire que ce que j'ai vu, par exemple, d'Ajoie cette saison, c'était un peu aussi comme ça. Quand il y avait un match, on se disait, s'ils le gagnent, là, ils vont vraiment recoller au peloton et tout, ils jouent Colotten et tout. Ils le gagnent, mais ils font une victoire en prolongation, ou alors ils le perdent. Voilà. Donc, et je pense que Langnau est encore dans ce syndrome des petites équipes. Et c'est pour ça que je ne vois pas Langnau passer devant Ambry. Ambry qui, quand même, sur le contingent, est un poil supérieur. Mieux, ouais. Et même s'ils ont eu parfois des coups de mou, je ne vois pas Ambry sombrer. Je ne vois pas une des équipes en dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas tant d'écart avec Bienne, avec Genève, même avec Davos. Mais je n'en vois pas une non plus sombrer. Langnau parviennent à prendre une de ces places. Voilà mon sentiment. Pas de la discussion alors? Non, mais je rigole. Mais moi, j'ai un peu le même sentiment. Ambry est quand même mieux armé que Langnau. Langnau a gagné quand même pas mal de matchs surprenants, mais dans ses confrontations directes, dans les matchs qui comptent, je te rejoins, Langnau fait du à-joie. En fait, coince toujours au niveau des émotions et des débuts de match qui sont à l'envers. Hein. Ils vont perdre 5-1 à Ambry, Langnau, dans un match qu'ils devaient absolument gagner pour se donner encore les chances. Et c'est pas le seul exemple qu'on pourrait citer. Donc, c'est clair que dans ce sentiment-là, mais après, Langnau reste quand même imprévisible et se repose énormément sur ses étrangers et peut-être sur 2 joueurs suisses qui tirent le répac du jeu, Julian Schmutz qui fait vraiment une superbe saison avec les Emmentaler et un Rohrbach qui est pas mal aussi sur les dernières performances. C'est peut-être des arguments qui peuvent amener un petit peu plus de consistance, mais sans blesser, sans joueur vedette. Puis Ambry, il y a Spacek aussi qui revient en forme. Hein, il a eu son grand trou du mois de novembre, décembre, début janvier peut-être. Ouais, c'est quand il a signé à Lugano et qu'il a été démenti après. C'est clair que ça ne l'a pas aidé au niveau de son jeu, en tout cas. Mais c'est vrai que je vois le classement assez resté figé. Après, pour l'ordre, on peut redistribuer les cartes pour les play-in, mais je vois Langnau, moi aussi, être l'équipe qui
n'y arrivera pas à gagner ce top 10. Là, on a donné le pronostic pour Langnau qui reste 11e. On a donné le pronostic que Zurich devrait rester premier devant Fribourg, mais on n'a pas donné le pronostic pour qui on voit 7, 8, 9. Alors, Est-ce que Genève, Bienne, Davos restent en dessous de la barre? moi, je commence. On a dit que Lausanne allait être dans le top 6, comme on a compris, parce qu'on ne voit pas dépasser. On voit plutôt Bienne rester en dessous. Mais entre Genève, Davos, Lugano, Berne, moi honnêtement, je vois bien que ça reste comme ça. Pas de changement. Pas de changement. Moi je pense que Lausanne, Berne et Lugano vont rester dans le top 6 et puis Davos, Genève, Bienne vont rester dessous. Moi je pense que Lausanne, comme on l'a dit et qu'on était assez unanime, restera dans le top 6. Après, à savoir la place, ça... on parle pas des places, mais on fait top 6, pas top 6. Je pense que Berne y sera aussi. Les Bernois... vont un petit peu mieux, hein. Encore quand même des gros trous d'air, mais on récupéré aussi des défenseurs, hein, avec le retour de Nemeth. Et puis de Ronca qui revient prêté, aussi, donc il y a eu quand même des gros problèmes défensifs à ce niveau-là. Et puis il y a Poca qui est de nouveau disponible. Poca qui est disponible, donc au niveau des choix, il y aura encore des possibilités, mais par contre, moi, entre Lugano, Genève, dans la discussion qu'on a eue avant intéressante, et Davos, moi je sais pas quoi faire de Davos. Donc moi je vois Davos. Donc tu vois Bienne hors top 6. Ouais, moi, Bienne pour moi est en play-in après 7, 8 ou 9e, difficile à dire, mais j'enlève Bienne et pour les 3 autres, je jette les dés et allez, je dis Davos. Alors je me mouille, moi je vois en top 6 Lausanne, Berne et Genève. Okay. Je maintiens... J'ai toujours cette impression qu'on n'a encore pas vu le vrai Genève du championnat. Ah non, ça c'est clair qu'on l'a pas vu. Ouais. Je veux croire encore que le potentiel est tellement là d'être au moins 6e que... c'est le dernier moment de le prouver parce que ça fait quand même des semaines et des semaines qu'on analyse ça et qu'on se dit on n'a pas trop d'inquiétude pour Genève, ça va le faire, ça va aller. It's the moment. Ah ouais, si là c'est pas le moment, ça l'est plus. Hein. Après, on peut avoir un scénario qui serait quand même assez incroyable et sympa d'avoir un play-in 7e, 8e Genève-Bienne ou Bienne-Genève. Hein. Alors ça serait intéressant. La finale de l'année dernière, c'est clair. Alors ça serait, au niveau spectacle, ça serait fort, ouais, en effet. Allez, on parle des derniers enjeux de ce championnat de National League avec la lutte pour... finalement, on va poser la question sous 2 angles différents. Qui va terminer 12e, qui sera 13e, qui sera donc l'adversaire du HC Ajoie. Et le deuxième angle que j'aimerais aborder, c'est quel est peut-être le meilleur adversaire pour Ajoie dans cette finale des play-outs. Régis, en premier. Je pense clairement le moins mauvais adversaire pour Ajoie, ce serait Cloton. Voilà, je pense que Rapperswil a quand même un calibre supérieur, des joueurs suisses plus capés, je veux dire, ne serait-ce qu'un Tyler Moy. Voilà, au vu de la saison et de la saison particulièrement décevante des étrangers de Cloton, je pense que Rapperswil est un niveau trop fort pour Ajoie s'il y a un barrage, enfin un play-out. On rappelle la situation. Les 2 équipes ont 45 matchs. Rapperswil est 12e avec 50 points. 3 points de moins pour l'instant pour Cloton avant d'aborder ces 7 derniers matchs de la saison, Jérôme. Alors, les 2 équipes se sont déjà affrontées 3 fois cette saison. Il y a 5 points pour Rapperswil, 4 points pour Cloton. Il reste encore un match le 29 février entre les 2 équipes. Donc imaginons que Cloton gagne, ça ferait du égalité si tout reste comme ça. Après, si on regarde les joueurs, le line-up, je pense que le meilleur adversaire pour Ajoie, c'est Cloton. Mais, parce que j'ai envie de mettre un mais, si tout à coup c'est Rapperswil qui se retrouve en play-out contre Ajoie, je me demande si au niveau moral, ça mettrait pas un énorme coup aux Saint-Gallois de tout d'un coup se retrouver avant-dernier en fin de championnat. Et puis qu'ils aborderaient pas ce match contre Ajoie avec le trouillomètre à moins je sais pas combien, que ça les paralyse tout à coup. Parce que c'est pour Cloton, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais si tu as un play-out Cloton-Ajoie, on va dire que c'est le play-out normal. Les 2 derniers néo-promus. Cloton s'attend, je pense, à jouer Ajoie en play-out. Si Cloton finit 12e, ils seront surpris et ils seront super contents. Par contre, si Rapperswil se retrouve tout à coup avant-dernier contre Ajoie, je me demande si ça va pas leur mettre un coup au moral et puis d'aller jouer ce match finalement en étant très tendu, sans confiance du tout. Je sais pas.
honnêtement, j'ai du mal à me positionner là-dessus. Alors, je pense que le meilleur adversaire est Cloton parce que c'est sur le papier le plus faible. Ça fait quand même 45 matchs maintenant que, à part Jonathan Heng, depuis une dizaine de matchs, les étrangers, ça ne fonctionne pas. On a fait venir aussi Nathan Beaulieu. Il est plus souvent blessé que utile à son équipe, que dans les buts. C'est pas une énorme garantie, Metsola, de cette saison sur Kirchen. Fait du Kirchen, mais ne porte pas l'équipe non plus, ne vole pas les matchs. Donc sur le papier, c'est mieux ça. Je peux rejoindre ton idée du coup derrière la tête, sur la nuque pour les joueurs de Rapperswil. Je pense que pour Ajoie, dans cette situation-là, dans la lutte qu'il reste encore à faire, c'est quand même Cloton, l'adversaire qui devrait être le plus, on va dire, à même de donner quelque chose. Donc, ouais, et en plus, je dirais que sur les confrontations de la saison, on a vu qu'Ajoie était souvent proche, voire meilleur que Cloton dans des confrontations directes, ce qui a été moins le cas quand on a vu Rapperswil. Après, l'aspect mental, peut-être que ça peut peser plus que je ne l'ai évoqué, plus que je ne l'imagine, mais oublions pas quand même qu'entre le 4 mars et le début des play-out, il y aura aussi 12 jours. Donc, de quoi faire un peu le deuil de ce qui s'est passé, un reset, et puis remobiliser tout le monde. Donc, je pense que c'est un peu moins dangereux pour une équipe comme Rapperswil avec cette pause que s'il devait enchaîner à 3 jours d'intervalle un play-out en pensant qu'il n'y participerait pas. Si c'est Ajoie qui décidait finalement de qui il allait affronter, parce que le 2 mars, je vois Rappi Ajoie en avant-dernière journée du championnat. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? J'espère quand même qu'Ajoie, qui dispute des matchs un peu sans grands enjeux comptables et sans grands objectifs au classement, joue tous les matchs pour les gagner et puis qui vont défier Rapperswil comme si c'était n'importe quel adversaire. Donc, je ne sais pas quoi te répondre. Alors, je te pose une autre question, peut-être plus facile. Ajoie, avant la pause, c'était un petit peu tout à l'envers. Le jeu, le cerveau, peu d'émotions, des supporters qui ont voulu discuter avec le coach dans le vestiaire, de la grogne, et pas d'animosité. Hein. C'est ce que je veux ressortir de ça, c'est qu'on a fait les démarches de manière officielle pour pouvoir aller causer et dire un petit peu qu'il fallait avoir la fierté du logo qu'il portait sur le maillot et de le mouiller justement ce maillot. Est-ce que cette pause doit faire du bien au HC Ajoie pour se reconcentrer sur ce but ultime? Parce que cette fin de saison, alors on a tous tendance à dire, quand vous écoutez un petit peu les supporters, ouais mais bon, de toute façon Holton ne sera pas champion et Viège n'y arrivera pas, donc pour Ajoie c'est tranquille. Mais ça, les joueurs, le staff, les dirigeants ne doivent pas l'entendre de cette oreille et doivent montrer maintenant qu'ils peuvent hausser le niveau, revenir à un niveau de jeu qui a été bon on va dire à début janvier, dans des bons moments de cette saison, et terminer un petit peu plus fort pour Ajoie, pour préparer justement ce match, que ce soit contre Cloton ou contre Rapperswil. Bon, actuellement, je pense que du côté d'Ajoie, ça se passe beaucoup dans la tête. Hein. On sait qu'il y a des joueurs qui sont limités, ça c'est pas nouveau, mais on sait aussi que c'est une équipe qui est capable de performance, d'exploit, j'ai envie de dire, par rapport au contingent qui a à disposition. Mais ces derniers temps, il n'y avait plus du tout la manière, il n'y avait plus toujours, en tout cas, cette combativité. Elle était quand même un peu retrouvée contre Lugano, je trouve. Il n'y a pas grand-chose à reprocher à l'équipe sur la dernière rencontre, mais ça masquait aussi une semaine qui avait été compliquée. D'ailleurs, je peux vous dire, puisque avec Jérôme, on est allé à la reprise de l'entraînement, que normalement, les joueurs ne devaient avoir que 2 jours de congé. Puis, finalement, le coach a dit, bon, contre Lugano, j'ai vu une équipe quand même qui s'est battue, qui a donné davantage. Je vous laisse encore un jour de congé supplémentaire. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la satisfaction et puis qu'à quelque part, il y avait une sorte de punition qui était imposée à cause de ça. Donc, je ne pense pas qu'on est vraiment dans le faux quand j'affirme qu'ils n'ont pas montré le visage. Je pense notamment au match à Ambry, où l'équipe est passée complètement à travers, où c'était assez lamentable comme elle s'est vautrée sur le premier tiers-temps. Enfin voilà, ce n'était pas l'ADN qu'Ajoie doit avoir en cette fin de saison. Là, il reste quand même 10 matchs. Hein, c'est l'équipe qui va en jouer le plus jusqu'au 4 mars. Donc, il y aura un enchaînement. Et probablement que l'équipe ne sera pas capable sur 10 matchs d'avoir un niveau toujours pour régater avec des équipes qui sont
quasiment en play-off dès demain face à Genève. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à monts et merveilles question résultat. Mais par contre, je pense que l'équipe, maintenant, elle doit quand même gentiment montrer qu'elle est mobilisée, qu'elle se remobilise en vue de ses play-out. Et puis, personne n'a dans l'idée, on ne va pas jouer un barrage et tout. Non, mais bon, ce serait quand même un monde que certains se mettent ça dans la tête. Même si on sait que c'est une éventualité, ils doivent absolument partir dans l'idée que de toute façon, la finale de Swiss League, ce sera, excusez-moi de le dire comme ça, Viège-Olten, et puis il y aura barrage. C'est la meilleure façon de se mettre sous pression et de ne pas rater et de faire n'importe quoi en fin de saison. Moi, ce que j'ai vu surtout à l'entraînement où on était Régis, c'est que j'ai vu des joueurs qui avaient envie d'être à l'entraînement. Il y avait une bonne ambiance, honnêtement. Sur ce qu'on a vu, on était le matin, c'était la reprise après 3 jours de pause. Ils ont plus fait de jeu que vraiment d'exercice tactique, on va dire ça comme ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait de l'intensité, que les joueurs étaient concernés, il y avait une bonne ambiance aussi, quand les joueurs arrivaient à marquer, ils, entre guillemets, fêtaient leur but, ça se chambrait aussi, donc on voit que l'ambiance, elle est quand même là. Alors évidemment, tu peux pas être pote avec tout le monde dans une équipe, c'est normal, mais on a quand même vu une bonne ambiance, on a vu un Christian Volven souriant, on a vu un Noumeline qui était souriant aussi. Je veux dire, c'était vraiment un entraînement sympa et tu voyais des joueurs concernés. Bon, la corne de brume a retenti. On est dans la période du temps supplémentaire de cet épisode, le 21e. Mais ce qui ressort, Régis, c'est ce que j'ai entendu et tout le monde me le dit, que ce soit aussi dans les instances dirigeantes que les supporters à Ajoie, c'est ces 2 victoires de Cloton dans le derby contre Zurich qui ont mis un coup derrière la nuque aux joueurs parce qu'on était à, je crois, 4 ou 5, 6 points, 4 points de Cloton, puis qu'on a eu 10 et là que ça a coupé les jambes vraiment de l'équipe et ce qui explique un petit peu, on va dire, c'est cette période de flottement et de contre-performance du HCA au niveau de son jeu. C'est une explication qu'on peut entendre et que parfois je sers quand on me demande pourquoi ça clochait. Mais à un autre moment, j'ai envie de vous dire, mais c'est quand même un tout petit peu inquiétant de voir qu'il suffit de regarder les résultats des autres pour se démobiliser et puis un peu se liquéfier comme ça a été le cas. Si je prends l'exemple du match à Langnau qui a suivi ces 2 victoires de Cloton face à Zurich, c'est pas vraiment un comportement d'une équipe qui doit donner à joie, doit être au moins à 100% pour gagner. D'autant plus qu'il y a eu Cloton et Langnau dans les derniers matchs où tu peux marquer un petit peu les esprits, te rassurer toi, mais envoyer un message aussi aux autres. Et c'est des matchs qui ont chaque fois été des contre-performances parce qu'on a un petit peu trop bloqué par les émotions et surtout les débuts de match se sont faits à l'envers. On joue plus pour ne pas perdre, pour rentrer avec un petit peu de peur au ventre et on marque très peu et on pointe toujours du doigt l'offensive. Mais si les consignes sont ultra défensives, c'est clair que l'offensive ne peut pas faire ce qu'elle veut non plus puis marquer 4-5 buts à chaque soirée. Bon, après, ces 2 victoires de Cloton contre Zurich, elles ont enlevé l'objectif du HCA d'aller chercher cette avant-dernière place. Et je crois qu'on est tous du même avis. Travailler, faire du sport ou faire une activité sans objectif, c'est quand même compliqué. Et puis là, il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu leur objectif à Joie. En tout cas, leur objectif qui était le plus proche. Maintenant, mais l'objectif au jour le jour, au soir le soir, c'est de faire du jeu, de faire son job, et puis quel que soit l'adversaire, d'être au top, quoi. Et on a vu que ça suivait pas ces derniers temps. Pas toujours. Messieurs, on est tout bon, on est prêt, on a parlé de beaucoup de choses, on a dit beaucoup d'analyses, on s'est mouillé un petit peu, j'espère que vous avez apprécié ce 21e épisode de la saison 4 d'Overtime. Vous pouvez le retrouver bien sûr sur notre application, tout comme sur les plateformes de podcast pour l'écouter en audio. Qui dit semaine de reprise dit 3 matchs demain, un match jeudi et des matchs samedi, vendredi, samedi et dimanche. Jeudi même. J'ai dit. 4 jours d'affilée. Voilà, donc il y a de quoi retrouver un certain rythme pour les équipes et pour nous aussi. Merci à toi Jérôme, merci à toi Régis d'avoir été avec moi pour cet épisode et merci à tous d'avoir été en direct. On vous retrouve donc tout bientôt, vous l'avez compris, pour de nouvelles émotions en direct sur MySports. Bye bye. Bye bye. Bye bye, ciao.